elles ne devraient pas exister. Personne ne s'attendait à les découvrir. Les scientifiques ne parviennent pas à expliquer leur formation. Et pourtant, ça n'a pas empêché le télescope spatial James Webb de les identifier. Ces 6 galaxies, aussi massives que notre Voie lactée, sont peuplées d'étoiles rouges matures. Elles se trouvent si loin de nous qu'elles apparaissent comme de minuscules points rouges, même pour ce télescope de pointe. Les astronomes ont analysé la lumière émanant de ces galaxies et ont estimé leur âge. Elles seraient apparues 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. Jusqu'ici, rien d'étonnant. Les galaxies aussi jeunes ne sont pas vraiment rares. Les scientifiques pensent que les premiers amas d'étoiles ont pu émerger peu de temps après que l'univers a quitté ce qu'on appelle l'âge sombre, qui correspond aux 400 premiers millions d'années de son existence. À cette époque, seul un épais brouillard d'atomes d'hydrogène remplissait le cosmos. Ce qui est particulièrement étrange à propos de ces galaxies, c'est leur taille démesurée et l'âge avancé des étoiles qui les composent. Cela contredit les théories actuelles sur l'apparence et l'évolution de l'univers dans ces premières années. De plus, ces observations diffèrent de celles effectuées précédemment par le télescope spatial Hubble, le prédécesseur moins avancé de James Webb. Alors, selon les scientifiques, à quoi sont censées ressembler ces premières galaxies? La réponse est simple, jeunes et petites. En effet, jusqu'à présent, la plupart des galaxies de l'univers primitif découvertes étaient des bébés de l'espace, petites et bleutées. Elles semblaient n'avoir émergé que récemment de la soupe cosmique primordiale et étaient encore en train de former leurs premières étoiles et d'autres ensembles. La plupart des jeunes étoiles sont en réalité bleues. En vieillissant, elles acquièrent une teinte plus rougeâtre après avoir brûlé leur carburant stellaire et refroidi. C'est pourquoi les astronomes ne s'attendaient pas à découvrir des étoiles rouges vieillissantes dans les anciennes galaxies que le télescope James Webb a été conçu pour observer. Une autre surprise inattendue aurait été de découvrir des galaxies plus massives qu'1 milliard de soleils. Et pourtant, c'est bel et bien ce qui s'est produit. Les galaxies récemment découvertes sont presque aussi immenses que la Voie lactée, avec des masses respectives seulement 2 à 4 fois moindres. Le plus étonnant est que ces galaxies étaient déjà aussi vastes, alors que l'univers n'avait atteint que 3% de son âge actuel. Mais avant que les astronomes ne révisent leurs théories afin d'expliquer comment des galaxies tellement immenses ont pu se former si rapidement après le Big Bang, il est crucial de vérifier que ces observations ne soient pas dues à un autre phénomène spatial. Même dans ce cas précis, la plupart des théories alternatives nécessitent l'introduction de concepts entièrement nouveaux. L'une de ces théories propose que les étoiles dans l'univers primitif émettent de la lumière de manière inhabituelle. Étant donné que les astronomes n'en étaient pas conscients, cette possibilité n'a pas été incluse dans leur modèle. Ou bien, ce que nous savons de la formation des étoiles pourrait être inapplicable à l'univers primitif. Si l'une de ces théories s'avérait exacte, cela révolutionnerait complètement notre compréhension de la formation stellaire. Passons maintenant à l'appareil qui a permis aux astronomes de découvrir ces galaxies extraordinaires. Le télescope spatial James Webb est une merveille technologique environ 100 fois plus puissante que le télescope spatial Hubble. Et Hubble, en son temps, a pu observer des objets situés à 13,4 milliards d'années-lumière. Le télescope James Webb est également très coûteux, et c'est un euphémisme. Bien que son coût initial ait été estimé entre 1 et 3,5 milliards de dollars, le développement complet aura finalement coûté la bagatelle de 10 milliards. En comparaison, la construction et le lancement du télescope Hubble avaient coûté 4,7 milliards de dollars à la NASA, avec 1,1 milliard supplémentaire requis pour le réparer en orbite. Bien que le télescope spatial James Webb ait la hauteur d'un bâtiment de 3 étages et la taille d'un court de tennis, ses miroirs sont les plus légers parmi tous ceux des grands télescopes jamais construits. Lors de leur conception, leur poids a été réduit de 92%. À première vue, les miroirs du télescope semblent être faits d'or, mais ils sont en réalité composés de beryllium, un métal léger et fragile, de couleur gris acier. Bien qu'un revêtement en or soit appliqué à chaque miroir,
ils ne peuvent pas en être entièrement fabriqués, car ce matériau précieux se dilate et se contracte avec les variations de température. De fait, la quantité totale d'or utilisée dans le télescope James Webb est inférieure à 57 grammes, ce qui représente une pièce d'or de la taille d'une balle de golf. Les couches d'or qui recouvrent les miroirs ont une épaisseur de seulement 1000 atomes. Quant aux capacités du télescope, il peut distinguer nettement une pièce d'1 centime à une distance de 38 km et un ballon de football à 550 km. Le côté télescope de James Webb maintient une température n'excédant pas les 223 degrés Celsius, autrement dit suffisamment froide pour liquéfier l'azote. Un bouclier solaire géant à 5 couches entoure le télescope et réfléchit la lumière solaire, permettant ainsi de garder l'appareil à une température peu élevée. On pense que James Webb pourra détecter de l'eau sur des exoplanètes éloignées. Depuis longtemps, les astronomes découvrent de nouvelles planètes orbitant autour de leurs propres étoiles, en observant les légères variations de luminosité qui se produisent lorsque les planètes passent devant leur astre. De plus, il est possible d'analyser la signature spectrale de la lumière pour déterminer la composition chimique d'une planète. Les signatures les plus fortes et les plus lisibles apparaissent dans le spectre infrarouge. Et, devinez quoi? Le télescope James Webb est équipé d'instruments infrarouges de pointe. Ceux-ci peuvent aider les scientifiques à découvrir de nouvelles planètes et même à identifier la présence d'eau sur celles-ci. Le télescope a été lancé près de l'équateur car la rotation de la Terre y est légèrement plus rapide, donnant ainsi une impulsion supplémentaire à la fusée. Une fois que le télescope spatial James Webb sera à court de carburant, il continuera de graviter autour du Soleil indéfiniment. Bien que l'engin n'ait pas été conçu pour être entretenu ou amélioré, il pourrait potentiellement être ravitaillé par des robots, ce qui prolongerait sa durée de vie. Au départ, les astronomes Citéonfum étaient convaincus qu'il faudrait du temps à James Webb pour découvrir quoi que ce soit d'excitant. Ils pensaient que les premières galaxies observées seraient si sombres et si petites que le télescope ne découvrirait que quelques rares candidates éloignées. Cependant, les résultats ont surpassé toutes leurs attentes. Dès la diffusion des premières images, les scientifiques ont commencé à découvrir d'innombrables galaxies, vastes, brillantes et remarquablement anciennes. La compétition entre groupes de recherche pour repérer de nouveaux amas battant tous les records perdure encore aujourd'hui. Un astronome a même affirmé que la communauté scientifique était en effervescence, car personne n'avait vraiment anticipé de résultats aussi spectaculaires. L'un des principaux objectifs du télescope Webb est d'observer la lumière des toutes premières étoiles et galaxies de l'univers. Hélas, plus un objet est déjà éloigné, plus il s'éloigne rapidement de nous, et plus la lumière qu'il émet doit parcourir de distance, s'étirant ainsi vers l'infrarouge du spectre, un phénomène connu sous le nom de décalage vers le rouge en astronomie. Pourtant, grâce à ces instruments infrarouges de pointe, James Webb peut nous révéler des mondes jusqu'alors invisibles. Grâce à ce télescope, nous avons pu observer des galaxies incroyablement lointaines, formées il y a environ 13,8 milliards d'années. Cela signifie que la lumière détectée par James Webb a mis plus de 13 milliards d'années pour atteindre la Terre. Pouvez-vous imaginer ce que ça représente? Parmi ces galaxies, l'une se distingue particulièrement. Elle semble être la plus ancienne jamais découverte par les astronomes. Elle se nomme Galas Zezam 13 et remonte à seulement 300 millions d'années après le Big Bang. La galaxie la plus ancienne, précédemment identifiée par les scientifiques, GN ZA11, avait été découverte par le télescope spatial Hubble et date de 400 millions d'années après le Big Bang. Au cours de cette période à peine explorée, les toutes premières galaxies et étoiles ont commencé à émerger. Mais comment ce processus s'est-il déroulé exactement? Personne ne le sait avec certitude, du moins pour l'instant. Ce phénomène pourrait dépendre de lois physiques inconnues, incluant l'influence de la matière noire et de l'énergie sombre, ou de certaines interactions encore peu étudiées entre le gaz, la poussière et la lumière stellaire. Le fait est que, grâce au télescope Webb, les scientifiques peuvent désormais tester leurs théories sur les événements survenus après la naissance de l'univers. Notre galaxie, la Voie lactée, possède 2 galaxies satellites très connues,
le Grand et le Petit nuage de Magellan. Elles ont été nommées en l'honneur de Ferdinand Magellan, l'explorateur qui a effectué le premier tour du monde il y a plus de 500 ans. Au cours de cette expédition, 2 groupes de nuages furent découverts dans le ciel nocturne austral. Ils sont aujourd'hui connus sous le nom de nuages de Magellan. Mais ce ne sont pas les seuls. La Voie lactée est entourée d'au moins 61 autres galaxies dans un rayon de 4 millions d'années-lumière. À titre de comparaison, notre voisine, la galaxie d'Andromède, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Et les astronomes pensent qu'il existe encore beaucoup d'autres galaxies satellites. Peut-être même trop. Mais tout d'abord, voyons ce qu'est une galaxie satellite. Notre Soleil n'est qu'une étoile parmi d'autres dans la Voie lactée. Des centaines de milliards d'étoiles gravitent autour du centre de notre galaxie. Mais quelque chose de bien plus grand orbite aussi autour du centre de la Voie lactée. D'autres galaxies. Elles sont beaucoup moins massives, mais possèdent leurs propres étoiles. Nous pouvons comparer la Voie lactée à notre Soleil et les autres galaxies à des planètes. Les astronomes appellent ces formations des galaxies satellites. La plus grande galaxie satellite de la Voie lactée est le Grand nuage de Magellan. Il est situé à environ 163 000 années-lumière de la Voie lactée et fait environ 1/100 de la taille de celle-ci. Contrairement à la Voie lactée, le Grand nuage de Magellan ne présente pas une forme spiralée. Selon une théorie, cela serait dû au fait que la Voie lactée et d'autres galaxies le tirent et le déforment. En termes de distance, 2 candidates peuvent se disputer le titre de galaxie satellite la plus proche. L'une d'entre elles est si petite que les scientifiques la considèrent comme une galaxie naine. L'autre est si proche qu'on ne sait toujours pas s'il s'agit d'une galaxie naine distincte ou d'une partie de notre propre galaxie. La galaxie satellite sur laquelle tout le monde s'accorde est la galaxie naine sphéroïdale du Sagittaire. Elle se trouve à environ 50 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Mais il existe un amas d'étoiles encore plus proche. Certains experts l'appellent la galaxie naine de Canis Major. Elle contiendrait environ 1 milliard d'étoiles et serait située si près du bord de la Voie lactée qu'elle serait en fait plus proche de notre système solaire que du centre de la galaxie. Certains astronomes ne pensent pas que Canis Major soit une galaxie à part entière. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'une zone dense d'étoiles lointaines qui fait toujours partie de la Voie lactée. Quoi qu'il en soit, ce groupe d'étoiles a été autrefois attiré vers la Voie lactée par l'immense gravité de notre galaxie. C'est ainsi que la plupart des galaxies satellites de la région sont susceptibles de finir. Un jour, elles pourraient toutes se fondre dans une galaxie encore plus grande, la nôtre. Mais revenons à l'hypothèse selon laquelle la Voie lactée compte trop de galaxies satellites. Une équipe d'astronomes est partie à la recherche de ces objets à l'aide du télescope Subaru. Jusqu'à présent, ils n'ont encore exploré que 3% du ciel. Et pourtant, ils ont trouvé 9 galaxies satellites qui n'avaient jamais été découvertes auparavant. C'est bien plus que ce qu'ils s'attendaient à trouver. Il est intéressant de noter que la plupart des galaxies satellites en orbite autour de la Voie lactée sont des nouvelles venues. Oui, même les grands et petits nuages de Magellan. Ces travaux récents visent à améliorer notre compréhension de notre coin de l'univers grâce à une première exploration détaillée de nos galaxies naines voisines. Cependant, l'étude a également un autre objectif, comprendre la distribution de la matière noire. Selon la théorie actuelle, la masse de notre galaxie se compose de 2 parties. La matière visible, comme les étoiles et les planètes, et quelque chose d'invisible, l'hypothétique matière noire. Nous ne pouvons pas la voir directement, mais nous pouvons ressentir son influence gravitationnelle à travers une certaine répartition de la masse dans les galaxies. Curieusement, la simulation de la dynamique de la galaxie et de cette matière noire prédit la présence de centaines de galaxies satellites dans les environs de la Voie lactée. Jusqu'à récemment, nous n'en connaissions que quelques-unes, et nous étions confrontés à une contradiction connue sous le nom de problème du satellite manquant. Espérons que ces nouvelles recherches permettront de résoudre ce problème. Les chercheurs admettent que, jusqu'à présent, leurs travaux se sont fondés sur des statistiques réduites. Plusieurs hypothèses ont également été formulées sur la base d'une distribution particulière des galaxies satellites. Des études complémentaires sur les étoiles des galaxies satellites et une imagerie à haute résolution sont absolument nécessaires pour aller plus loin. Au cœur de la galaxie se trouve un objet mystérieux, tel qu'aucun astronome n'en a jamais observé. Il traverse le ciel comme une étoile filante sous caféine. Quelle est donc cette mystérieuse forme floue? Et quel est son lien avec le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie? Découvrons-le ensemble. Cette chose s'appelle XSEPT. Il s'agit de la mystérieuse tache qui tourne autour du trou noir supermassif de notre galaxie depuis des décennies. Certains affirment même qu'il rôderait dans les parages depuis des centaines d'années. Nous ne savons que peu de choses au sujet de XSEPT.
par exemple, il pèse environ 50 fois le poids de notre Terre. Cela peut sembler énorme pour un terrien, mais à l'échelle de l'espace, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Accept se déplace également très vite, avec une vitesse pouvant atteindre les 1100 km par seconde. C'est plus rapide que lorsque tu essayes d'attraper la dernière part de pizza avant que ton colocataire ne s'en empare. Mais quelle est vraiment cette chose? Une étoile magique que nous n'avions jamais remarquée auparavant? Un vaisseau spatial extraterrestre? Eh bien, il existe quelques théories liées au futur destin tragique de cet objet. Et hélas pour lui, les jours de Accept sont comptés. À l'heure actuelle, il se trouve sur une orbite elliptique de 170 ans autour du trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée. Mais il n'ira pas beaucoup plus loin. Chaque année, il se rapproche de plus en plus du trou noir et dans quelque temps, il sera d'abord spaghettifié. Oui, c'est un vrai terme scientifique, puis finalement aspiré pour ne plus jamais être vu. Des trous noirs supermassifs se trouvent au centre de toutes les galaxies, y compris la nôtre, la Voie lactée. Ces trous noirs ont une telle masse qu'ils déforment l'espace-temps, obligeant les étoiles proches à orbiter autour d'eux à des vitesses phénoménales. Ils jouent le rôle d'aspirateur cosmique en captant tous ceux qui s'en approchent. Le trou noir au centre de notre galaxie porte le nom de Sagittarius A étoile. On dirait le nom d'un célèbre streamer, n'est-ce pas? Mais cet objet céleste est bien plus impressionnant qu'un simple mortel. Il pèse environ 4 millions S de fois plus lourd que notre Soleil, ce qui signifie qu'il pourrait probablement dévorer tout notre système solaire en guise de petit déjeuner. Mais ne t'inquiète pas, ces trous noirs peuvent sembler effrayants, mais en réalité, ils sont bien trop petits pour rivaliser avec une galaxie entière. Ils n'aspireront que quelques étoiles parmi les plus proches, et c'est tout. De plus, Sagittarius A astérisque ne semble pas avoir beaucoup d'appétit. On remarquait qu'il était plutôt calme ces derniers temps, ce qui est une assez bonne nouvelle pour tout le monde. Mais même s'il était très gourmand, il ne représenterait aucune menace pour nous. Ce trou noir se trouve à plus de 26 000 années-lumière de notre planète. Depuis la Terre, nous avons détecté sa présence dans la constellation du Sagittaire. En 2022, la collaboration des radiotélescopes Event Horizon a produit la toute première image de Sagittarius A astérisque. Des années de travail et de progrès technologiques auront été nécessaires pour capturer cette image étonnante. Et c'est la deuxième photo jamais prise d'un trou noir dans l'histoire. La première avait été publiée en 2019 et montrait le trou noir supermassif appelé M87 étoile. Oui, ils ont tous les deux étoile dans leur nom. Ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, tu te souviendras peut-être de cette photo comme de la toute première image d'un authentique trou noir. Elle a fait l'objet d'une véritable campagne virale sur l'internet. Et ce trou noir, même 87 astérisque, situé dans la galaxie Messier 87, est bien plus effrayant que Sagittarius A astérisque. Tu pensais que 4 millions de masses solaires, c'était impressionnant? Alors que dirais-tu de 2,5 milliards de masses solaires? Men 87 est un véritable monstre. Il est également connu pour ses prodigieux jets de plasma, si puissants qu'ils s'étendent à des milliers d'années-lumière depuis le centre du trou noir. Si Men 87 astérisque était un super-héros, ce serait Iron Man avec ses rayons répulseurs à fond. Bon, techniquement, tu ne peux pas prendre de photo d'un trou noir en lui-même, puisqu'il est estimate, eh bien, tout noir. Aucune lumière ne peut échapper à son emprise. Mais l'anneau orange qui brille sur cette photo montre clairement la matière qui entoure Sagittarius A astérisque. Il s'agit du disque d'accrétion, un disque tourbillonnant de gaz chaud qui s'enroule en spirale autour du centre, s'échauffant à des millions de degrés au cours du processus. C'est comme un gigantesque tourbillon de flammes sans aucune échappatoire. L'ombre au centre indique le trou noir lui-même. À l'intérieur de cette ombre se trouve l'horizon des événements. L'horizon des événements est la limite autour du trou noir, au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. C'est le point de non-retour, où la force de gravité est telle que même l'objet le plus rapide de l'univers, la lumière, ne peut s'en échapper. Une fois l'horizon des événements franchi, tu es condamné à tomber vers le centre du trou noir, où les lois de la physique telles que nous les connaissons n'ont plus cours. Et c'est exactement le sort qui attend notre malheureux Accept. En ce moment même, le nuage de matière est étiré et distordu par de puissantes forces de marée.
D'ailleurs, avant de connaître une fin prématurée, Xept devrait nous donner un sacré spectacle. On prévoit qu'il atteindra le point le plus proche du trou noir au cours de son orbite, que nous appelons Périastre, d'ici 2036. Lorsqu'il sera finalement déchiré par les forces gravitationnelles de Sagittarius à Astérisque, il se pourrait que l'on assiste à un véritable feu d'artifice. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus drôle, c'est que la fin annoncée de Xept pourrait nous aider à comprendre enfin ce que c'est que cette chose. Une équipe de scientifiques a étudié la façon dont l'étrange tache gravite autour du trou noir. C'est alors qu'ils ont découvert que Xept s'était étiré jusqu'à atteindre presque le double de sa longueur initiale. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela suggère que Xept est probablement constitué de débris éjectés lors d'une récente collision entre deux étoiles. Oui, tu as bien entendu. Comme un accident de voiture dans l'espace. Imagine ceci. Deux étoiles tombent amoureuses et commencent à se tourner autour pendant de nombreuses années. Ensuite, elles finissent par fusionner. À ce moment-là, elles éjectent des tonnes de gaz et de poussière. C'est peut-être cette danse cosmique qui a donné naissance à notre bébé Xept. C'est un peu comme les miettes laissées sur la table après un gigantesque festin spatial. Ce genre de phénomène est en fait assez courant, en particulier autour des trous noirs. C'est comparable à un accrochage galactique qui envoie des débris partout. Et à vrai dire, l'univers est rempli de telles taches mystérieuses. On les appelle les objets G. Non, ils n'ont rien à voir avec les Men in Black, mais ils sont tout aussi mystérieux et insaisissables. Cela fait plus de 20 ans que les astronomes s'interrogent sur ces objets. Ils ressemblent à des nuages de gaz, mais se comportent comme des étoiles. C'est comme s'ils n'arrivèrent pas à décider s'ils voulaient être un nuage ou un astre. Allez les gars, décidez-vous enfin! Les objets J s'étirent au plus près du trou noir central, mais en ressortent intacts. Comme un élastique qui s'étire, mais ne se rompt pas. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'étoiles qui ont fusionné en une seule. Ce faisant, elles produisent également un énorme nuage de gaz qui masque le résultat à la vue de tous. Un peu comme lorsque tu portes un gros pull, pour que personne ne sache que tu as pris quelques kilos en trop. Et puis, une étude publiée en 2021 a révélé que l'un de ces objets, J2, était en fait un nuage moléculaire dissimulant 3 bébés étoiles. Quel rebondissement! Mais Xept est le mouton noir de cette étrange famille de nuages. Il est sensiblement différent des objets G, un peu comme le cousin bizarre que tu ne vois qu'une fois par an lors des réunions de famille. Son évolution a été plus spectaculaire. De plus, il n'est pas maintenu par une masse abritée en son centre. Alors, à quoi doit-il son intégrité? À la poudre de perlimpinpine? À la magie? Nous avons besoin de réponses. C'est pourquoi les scientifiques pensent que Xept n'est pas un objet G en soi, mais des débris qui en seraient issus. Ou peut-être pas. Nous n'en savons rien. Les possibilités sont infinies, et c'est ce qui rend l'astronomie si passionnante. Gardons donc les yeux rivés sur le ciel et voyons quels autres objets étranges nous attendent. Qui sait, peut-être découvrirons-nous un autre corps mystérieux, et cette fois, ce sera un vaisseau spatial? Alors ça, ce serait génial. Bien des questions restent sans réponse en physique. Comment la matière et l'énergie universelle sont-elles apparues? D'où vient la gravité? La liste est longue. Nous travaillons depuis des années à obtenir des réponses. Une personne mérite d'être mentionnée dans ce contexte. Paramahamsa Tewari, l'auteur de la théorie dite des vortex spatiaux. Qu'est-ce que cette théorie et que nous dit-elle? Des lois cachées de l'univers. Nous allons voir ça. Paramahamsa Tewari est l'ancien directeur exécutif de la Nuclear Power Corporation, en Inde. Il a repris la théorie des tourbillons proposée pour la première fois par René Descartes pour tenter d'expliquer la pesanteur, et l'a finalisée. Tewari a toujours été inspiré par la physique et ses maîtres, et ce depuis l'époque où il étudiait l'ingénierie électrique. Après une étude rigoureuse de certaines lois, il a découvert de nouvelles équations définissant la matière, ainsi que la masse et la charge de l'électron. Il a ensuite élaboré sa théorie des vortex. Cette théorie visait à expliquer certains phénomènes mystérieux, notamment la création de l'électron et des champs d'énergie gravitationnelle, électrostatiques et électromagnétiques, ainsi que d'autres choses. Elle décrit également les 6 lois cachées de l'univers qui sous-tendent notre monde. Mais tout d'abord, voyons cette théorie.
La théorie des vortex spatiaux suggère que l'univers est constitué de vortex, ou de réseaux d'énergie tourbillonnants. Et, selon Tewari, ces tourbillons seraient les éléments fondamentaux de l'univers. Ils seraient un peu le moteur des lois de la physique et des principes fondamentaux de notre monde. En gros, tout dans l'univers serait connecté et interconnecté grâce à ces tourbillons. Cette théorie n'est pas vraiment basée sur des observations réelles, mais plutôt sur des modèles mathématiques et informatiques. Par exemple, certains modèles informatiques ont montré comment ces tourbillons fonctionnent en hydrodynamique et en physique des plasmas. Ils ont montré que les tourbillons dans ces systèmes peuvent avoir un point d'attraction central et être interconnectés. D'autres modèles ont permis d'étudier comment l'énergie se déplace à l'intérieur des tourbillons, en créant différentes fréquences et vibrations. Mais certains experts ont reproché à Tewari de n'utiliser que des modèles et des simulations. La plus grande critique est que cette théorie ne peut pas être réellement testée. Elle repose sur les mathématiques et non sur des données expérimentales. Pour cette raison, elle n'est pas acceptée de manière officielle par les scientifiques. Mais elle est tout de même intéressante et apporte un point de vue unique sur l'univers et notre compréhension de ses lois. Par exemple, selon Tewari, l'univers posséderait des principes cachés qui seraient à l'origine de la création de la matière fondamentale, de son assemblage et de son mouvement. Quelles sont ces lois et que nous disent-elles? Jetons-y un coup d'œil. Loi 1. L'univers ne possède qu'une seule entité primordiale, l'espace, c'est-à-dire le vide absolu, qui structure la matière. Selon cette loi, l'espace est l'élément fondamental de l'univers et il est responsable de la structuration de la matière. Elle suggère que l'espace est l'entité fondamentale qui crée et conserve la structure de la matière, et que toute la matière de l'univers est constituée des mêmes particules fondamentales, comme les électrons et les positrons. Essayons d'exprimer ça avec des mots simples. Imagine que l'univers est comme un grand jeu de Lego. Il serait, tout comme les Lego eux-mêmes, composé de petites briques ou éléments fondamentaux. On appelle ces éléments des électrons et des positrons. Essayons d'exprimer ça avec des mots simples. Imagine que l'univers est comme un grand jeu de Lego. Il serait, tout comme les Lego eux-mêmes, composé de petites briques ou éléments fondamentaux. On appelle ces éléments des électrons et des positrons. Mais qu'est-ce qui retient toutes ces briques? L'espace, bien sûr. L'espace leur donne une forme et une structure, comme ta boîte de Lego retient toutes tes briques colorées. Cette première loi stipule donc que l'espace est l'élément fondamental qui structure la matière et assure la cohésion de l'univers. Loi 2. La matière est constituée d'une seule sorte de particules fondamentales, les électrons et les positrons. Cette loi stipule que toute la matière de l'univers est constituée des mêmes particules fondamentales, l'électron et le positron. Ce sont les briques de Lego dont nous venons de parler. Selon cette deuxième loi, ces minuscules particules invisibles constitueraient tout, de l'atome minuscule à l'immense galaxie. Quelle que soit la forme ou la taille de notre construction en Lego, elle est toujours constituée des mêmes éléments. Loi 3. La distribution des champs dans l'espace, telle que reconnue par la physique contemporaine, liée à la matière et émanant d'elle, est issue d'un seul champ fondamental dans l'espace. Cette loi stipule que les champs reconnus par la physique contemporaine, tels que les champs électromagnétiques et gravitationnels, sont des effets découlant d'un seul champ fondamental dans l'espace. Elle suggère que ce champ fondamental est responsable de la création de tout ce que nous observons dans l'univers. Tentons de simplifier les choses. Cette fois, imagine que l'univers est comme un grand terrain de jeu. Les différents champs que nous observons, comme le champ gravitationnel et le champ électromagnétique, sont comme différents jeux présents sur ce terrain. Mais l'important, c'est que nous sommes toujours dans un seul et même espace fondamental, le terrain de jeu lui-même qui maintient tout ensemble. Selon cette troisième loi, sans le terrain de jeu, nous ne pourrions jouer à aucun jeu. Et sans ce champ fondamental dans l'espace, nous ne pourrions observer aucun champ dans l'univers. Loi 4. Il n'y a de vide dans l'espace nulle part dans tout l'univers, sauf au centre des particules fondamentales de la matière, électrons et positrons. Cette loi stipule qu'il n'y a pas d'espace vide dans l'univers et que tout l'espace est rempli par le champ fondamental, celui dont nous avons parlé précédemment. Les électrons et les positrons se trouvent partout, et même les choses que nous considérons comme vides
comme le vide, sont en fait remplis de minuscules particules. Selon cette loi, les seuls espaces vraiment vides que nous pouvons trouver dans l'univers se trouvent au centre des particules fondamentales, électrons et positrons. Loi 5. À partir d'une seule constante universelle fondamentale, toutes les constantes considérées comme universelles dans la physique contemporaine sont dérivables. Cette loi stipule que toutes les constantes considérées comme universelles dans la physique contemporaine peuvent être dérivées d'une seule constante fondamentale. Toutes les constantes de la physique sont interconnectées et peuvent être expliquées par un seul principe fondamental. Je sais que je t'ai déjà beaucoup demandé de te servir de ton imagination, mais sois patient avec moi. Cette fois-ci, imagine que l'univers est une grande recette de cuisine. Toutes les constantes de la physique, comme la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle et la constante de Planck, sont des ingrédients. Ils sont en grand nombre et tous très différents. Mais, tout comme tous les ingrédients d'une recette sont interconnectés et s'assemblent pour former un seul plat, toutes les constantes de la physique s'assemblent pour former l'univers. Et tout comme une recette a un ingrédient principal qui maintient tout ensemble, la physique a également une constante fondamentale unique qui maintient tout ensemble. Loi 6. La structure spatiale de la matière fondamentale sous-microcosmique se répète uniformément dans les structures spatiales des corps macrocosmiques comme les planètes, les étoiles et les galaxies. Cette loi stipule que la structure des particules fondamentales qui composent la matière se répète uniformément à toutes les échelles, des particules subatomiques aux grands corps macrocosmiques. Elle suggère que les mêmes principes fondamentaux régissent la structure de la matière à toutes les échelles. Revenons à notre analogie culinaire. En utilisant différents ingrédients et en les combinant de différentes manières, notre cuisinier peut créer de nouveaux plats. Ces plats seront tous différents, et ils peuvent être très simples ou très complexes. Mais en les créant, le cuisinier applique toujours les mêmes principes et les mêmes connaissances. De la même façon, l'univers crée différentes structures, des atomes aux galaxies en passant par les étoiles et les planètes. Mais il utilise toujours les mêmes principes fondamentaux pour créer toutes ces choses. Cette loi suggère donc que la structure des particules fondamentales qui composent la matière est répétitive et uniforme à toutes les échelles. Voilà les 6 lois fondamentales de l'univers, selon Théorie. Et même si tout ça n'est pas accepté par la science officielle, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant. Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions. Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu. Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km, soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons. C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement.
Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver. Et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère. Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve. Et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer. C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également. Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes. Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie. Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude. La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius. Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée et aujourd'hui requalifiée de planète naine, a un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km. Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens. Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes.
Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers, du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million. Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur, car tu grandis de 5 cm dans l'espace. Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet. Personne ne pourrait t'entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil. Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres.